Merci beaucoup. Et maintenant, s'il y a des gens qui sont intéressés à intervenir, vous êtes les bienvenus. Il y a un micro là-bas, si c'est possible d'aller au micro. Surtout pour la diffusion, hein, le micro, c'est sûr. Bonjour, je suis Maurice Goyer et là, ça va aller mieux, le micro est à fond. Bonjour, je m'appelle Maurice Goyer. La question, c'est par rapport aux actions qu'on doit prendre, parce qu'il faut se lever debout, et sachant très bien qu'effectivement, dans les commissions parlementaires, très souvent, c'est sur invitation. Est-ce qu'il y a des approches qui ont été faites avec d'autres partis politiques qui sont présentement à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse avoir un accès, soit avec un député, ou s'il y a possibilité d'acheminer nos préoccupations à un de ces partis-là à l'Assemblée nationale? Ben, écoutez, ça a donné comme ça. Hier, j'ai croisé Voici, c'est ça. Et donc, moi, je lui ai offert ma collaboration. On verra après ça, vous savez, la politique étant politicienne, comment les choses vont se tourner. Moi, j'étais déjà dans un complètement autre dossier qui devrait être au-dessus de la partisanerie, qui est les déchets toxiques là, à Stadex, quelque chose de vraiment épouvantable, l'importation de déchets toxiques à côté des résidences. Et j'avais offert ma collaboration et j'avais même libéré. J'étais avec un projet de tout attaché, tant au Parti québécois qu'à Québec solidaire, et ni d'un côté ni de l'autre, il y avait d'intérêt. Donc, je ne sais pas comment les choses se font. Effectivement, quand on parlait de travail de collaboration, je pense qu'il doit y avoir des dossiers comme ça qui sont de la petite partisanerie et on pourrait travailler en collaboration sur ces dossiers. Mais moi, je vous dirais qu'au-delà de ce qui se passe en commission parlementaire, bien oui, il y aura. Il faut faire les demandes directement au cabinet du ministre pour pouvoir passer, puis recevoir une demande. Regarder aussi ce qui se passe du côté des citoyens, s'il y a des manifestations. C'est des syndicats qui auraient le plus possible la capacité de mobiliser et d'organiser parce qu'on a des moyens. Mais je vais vous dire quelque chose, j'en ai rencontré, je ne les nommerai pas parce que je représailles. Mais je me suis fait dire que Sophie Brochu, avant de partir, avait adopté un nouveau code d'éthique qui, de façon pratique, empêchait quasiment les employés d'Hydro-Québec de parler sous peine de perdre leur emploi. En contestation de ce code d'éthique-là actuellement au niveau juridique. Mais en attendant, quand je vous dis utiliser l'intimidation, ils utilisent tous les moyens. Donc, tout ça est attaché, il n'y a pas par hasard. Et donc, il y a des difficultés de ce côté-là. Ils sont en négociation aussi. Certains syndicats, particulièrement ceux du Québec, sont en négociation. Des négociations qui sont très dures. M. Sévia est très habile de monter les uns contre les autres. Et donc, c'est pas évident là, pour eux autres. Donc, je pense que toutes les activités citoyennes qui s'organisent, moi, Robert et d'autres, on est à informer la population. Il y a des outils au niveau municipal, là, règlement de contrôle intérimaire, c'est un nouvel outil que j'ai découvert. Une municipalité, actuellement, qui est très mal utilisée par une municipalité qui est utilisée pour ouvrir au développement éolien, qui pourrait être utilisée pour protéger vraiment le territoire. C'est ça l'objectif de ces ACI-là. Donc, il y a des outils. Donc, moi, je vous dirais, allez appuyer les citoyens qui sont Oui, c'est la madame qui est assise à parler tout à l'heure. Ah, je ne peux pas la parole, là. Je crois que. Alors, je veux simplement poser une question sur l'échéancier. Alors, dans un projet de loi qui est présenté, il va se retrouver. Ça va prendre combien de temps de l'adopter, ce qui est prévu pour l'adoption à l'automne? On a combien de temps devant nous? C'est pour la première question sur l'échéancier. La deuxième,
c'est, supposons que le projet soit adopté, parce qu'évidemment, le CAC a adopté à l'Assemblée nationale, malgré toute la mobilisation citoyenne qu'on peut faire, le prochain gouvernement, il va arriver, on espère que ça va être un autre gouvernement que le CAC. Comment défaire un projet de loi aussi engageant pour toute l'économie du Québec et toute l'avenir du Québec? L'échéancier, encore là, discours trompeur. Donc, M. Fitzgibbon nous a dit qu'il avait sorti ce projet de loi-là. Moi, franchement, un projet de loi de cette ampleur-là, déposé l'avant-dernière journée d'une session parlementaire, je n'ai jamais vu ça. Donc, il avait déposé ça comme ça avant l'été pour laisser le temps aux gens d'en jaser pendant leur barbecue. En fait, la réalité est un peu différente. C'est que pendant l'été, il sait que les gens sont démobilisés, sont en vacances, que les groupes ne se rencontrent pas. Et donc, après ça, une fois que c'est déposé, il peut convoquer n'importe quand. Le plus tôt qu'il peut convoquer, c'est vers la 3e semaine du mois d'août. Il pourrait faire les consultations particulières à la 3e semaine du mois d'août. Ça, ce que ça voudrait dire, c'est que les gens vont devoir faire préparer leur mémoire pendant l'été. Il a dit, on va prendre notre temps pour l'étudier. Mais ça, c'est ses paroles à lui, ce qu'il a dit dans le passé et qu'il ne l'a pas respecté. Il dit que ça aussi, le projet de loi, regardez bien le beau titre, ronflant, loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modification des dispositions diverses. Le responsable là-dedans, privé, surtout sous sa coupe à lui. Et donc, ça pourrait être adopté dès l'automne prochain. Et si les oppositions font bien leur travail pour l'avoir déjà fait, moi, j'ai réussi à faire en sorte que le projet de loi, le deuxième projet de loi sur les mines du Parti libéral n'a pas été adopté. La CAQ a droit à un seul bâillon par session parlementaire. Donc, s'il y a 2-3 projets de loi auxquels ils tiennent beaucoup, les oppositions ont un travail à faire sur ces 2-3 projets de loi-là pour mettre la CAQ devant ses choix, laquelle elle va prioriser avec son bâillon. Ils ont la possibilité de le faire. Et c'est important qu'ils utilisent les outils de commission parlementaire pour le faire. Ça s'est fait dans l'année passée, ça peut encore se faire aujourd'hui. Bonjour, j'ai trois choses à dire. Je vois que fin février, le Journal de Montréal a publié l'exorbitant salaire, pas seulement du PDG d'Hydro-Québec, sinon de tous les hauts placés d'Hydro-Québec. C'est scandaleux, c'est indécent. Il y a Claudine Bouchard qui occupe le poste du chef de l'exploitation. A reçu une augmentation totale de plus de 841 000 en 2023. Son salaire de base a augmenté de 10% pour atteindre un demi-million. Seulement, les PDG, 639 000 et 4% de plus. Je me demande que c'est une société d'État. Pourquoi il n'y a pas de contrôle? Parce qu'il ne devrait pas avoir un salaire comme ça. C'est scandaleux, c'est indécent, c'est pas démocratique. Qui contrôle ça? Et je pense que depuis longtemps, ça vient de pareil que la SAQ, toutes les sociétés d'État, il y a des gens haut placés là-bas qui ne font pas grand-chose. Une autre chose, je ne me rappelle pas bien si ça fait 10-15 ans que Roy Dupuis a parlé qui était contre construire encore une fois des barrages parce qu'il disait on est en train d'exporter à la Nouvelle-Angleterre à perte. Pourquoi nous on doit subventionner? En plus, ils sont énergivores. Pourquoi on doit subventionner? Je me demande ça aussi. Une autre question, c'est que je vois, moi depuis à peu près 16 ans, j'habite le Québec, 16 ans, 17 ans peut-être. Et tant au bâtiment comme à Montréal que j'ai habité, à plusieurs reprises, j'ai vu qu'il y avait des poteaux de lumière qui étaient allumés pendant la journée dans plusieurs endroits. Alors j'appelle Hydro-Québec, donc longtemps pour avoir une réponse, et j'ai dit, regardez, dans plusieurs, parce que des fois j'avais les mains et j'ai marché, j'ai dit,
j'ai compté, mettons, 2 kilomètres où tous les poteaux sont allumés, et j'ai midi, c'est consommation d'électricité. Ah, c'était presque comme si moi j'avais commis un crime. La réponse des employés était: qui êtes-vous? De votre coordonnée. Donc, il m'est passé d'un employé à l'autre, j'ai perdu beaucoup de temps. Après, il me disait d'appeler la ville m'a renvoyé à Hydro-Québec, il s'est lancé la balle, il n'y avait personne qui répondait. Mais quand j'ai vu deux fois des voisins qui faisaient mal usage de l'électricité ou des vieilles voitures qui prenaient un fil d'électricité et les sortaient comme Sylviane pour brancher une vieille voiture, chose qui a provoqué un incendie. Donc j'ai appelé des fois Hydro-Québec, j'ai dit: une intervention d'incendie, appelez la ville m'a envoyé appeler les pompiers Hydro-Québec. Et à la fin, il n'y avait rien. Et Hydro-Québec, c'est aussi, je vois un autre problème. Moi, je ne suis pas une expertise, j'ai étudié philosophie, mais comme une citoyenne, je me pose la question, et pourquoi, on parle aussi de la production d'électricité. Je vois que les Québécois et les Nord-Américains sont excessivement énergivores, c'est trop. Et il y a un gros problème aussi, c'est l'urbanisme. Tant les Québécois comme les Canadiens, ils partagent ces défauts. Il n'y a pas d'urbanisme, il n'y a pas d'architecture. Je me pose la question: où sont les architectes si après qu'ils ont reçu le diplôme, ils sont renfermés dans un sous-sol avec des trucs pour qu'ils ne se sauvent pas comme les esclaves? Où sont les ingénieurs? Parce que les ponts tombent, c'était tout un débat pour faire un pont qui communique. Pourquoi on laisse étaler la ville aussi? Pourquoi on laisse pousser comme des champignons autant de banlieues? Quand beaucoup de gens travaillent à Montréal, pourquoi autant de gens habitent la banlieue? Pourquoi il n'y a pas un État qui contrôle ça? Pourquoi il y a ces mauvaises constructions, ces manques d'architecture et d'ingénierie? Ça provoque qu'il y a une énorme consommation d'électricité dans plusieurs foyers. Je vois des appartements tout neufs où la cuisine est au milieu de l'appartement, où il n'y a même pas une fenêtre, donc il faut tout le temps allumer. Ça demande déjà une consommation d'électricité. Il n'y a pas où aérer, il n'y a pas une fenêtre. Et ça démontre aussi que c'est déjà un gros problème. On voit que l'obésité est là. Alors, je vois qu'Hydro-Québec n'a pas eu depuis longtemps une vision grande pour regarder qu'il faut aller avec l'urbanisme, c'est-à-dire l'architecture, les infrastructures, le transport en commun. Et si vous regardez les statistiques de combien de voitures, de grosses voitures se vendent, ça ne fait pas qu'augmenter. Alors, et une autre chose, c'est que les éoliens, en France, si vous écoutez André Bercoff sur radio, il a fait beaucoup d'entrevues pour des experts à ce sujet-là et dans les terrains agricoles. Ce n'est pas du tout conseillable, c'est les vétérinaires aussi. Dans des endroits qui sont agricoles. Et j'ai vécu au Danemark, et le Danemark était la fierté des éoliens, ils n'étaient pas dans des terres agricoles. Donc, ma conclusion, c'est ça, c'est une invitation à regarder que ce problème qu'on parle maintenant d'Hydro-Québec, ce n'est pas seulement d'Hydro-Québec. On doit penser qu'il y a un gros problème ici, être énergivore, ce n'est pas avoir de l'architecture, pas de transport en commun, pas de conscientiser les gens. C'est un gros problème d'éducation. Donc, je vois aussi les Québécois pour les Canadiens, beaucoup de gens veulent migrer ici. Je dis, bon, j'ai vécu en Europe et je n'ai jamais vu un Autrichien qui disait: ah, mon grand-père s'est parti à vivre à Montréal ou à Toronto. Jamais. J'entends les Maghrébins qui étaient en France, les Maghrébins qui étaient en Allemagne, mais pas un Autrichien, pas un Danois, pas un Norvégien. Ça veut dire beaucoup. Il faut avoir beaucoup d'autocritique. Et je dis, quand je quitte le Québec pour les vacances, oui, je suis fière qu'ici, l'électricité
l'électricité coûte presque rien par rapport à ce qu'on paye en Europe. Mais quand même, on doit surveiller les salaires de ces gens-là. Et j'aimerais, en tant que citoyenne, depuis mon ignorance, qu'on fasse payer les multinationales l'électricité comme il ne faut pas de subventions parce que eux, si vous regardez les documentaires, celui qu'on appelle le documentaire québécois, et ce qui a fait True Story et l'horreur boréale, Richard Desjardins, comment beaucoup de multinationales, après, ils quittent et ils laissent rien. Alors, on est en train de subventionner les multinationales qui ne payent rien d'impôts, qui ne payent pas. Nous, on est en train de les subventionner l'électricité à eux. Pourquoi aux multinationales qui donnent de l'emploi précaire aussi? C'est la précarisation de l'emploi. Merci beaucoup. J'ai demandé le micro, parce que c'était pour répondre en fait à la première partie de votre question, et ma réponse sera beaucoup plus courte. Alors, c'est au sujet des salaires très élevés pour les gestionnaires des entreprises publiques. Alors ça, c'est le produit aussi, et c'est intimement lié à tout ce qui a été expliqué aujourd'hui, à ce virage néolibéral entrepris dans les années 1980. Alors, qu'est-ce que disent les lois du marché? Il faut attirer les meilleurs. Alors, comme si les précédents gestionnaires des entreprises publiques n'étaient pas parmi les meilleurs. Donc, on laisse jouer là-dessus les lois du marché. Et la réalité, c'est qu'on veut surtout attirer des gestionnaires qui proviennent du secteur privé. Parce que le but derrière tout ça, en attirant des gestionnaires du secteur privé, c'est d'introduire dans les entreprises publiques des méthodes utilisées dans le secteur public, par exemple le New Public Management et ce genre de choses. Alors, des primes qui vont être liées au rendement sur une base purement quantitative. Donc, des gestionnaires qui vont pouvoir préparer le terrain à la commercialisation des entreprises publiques ou même encore à leur privatisation. Alors, c'est là-dedans qu'on est aujourd'hui. C'est même rendu à un stade où il y a des recteurs d'université qui gagnent plus que le demi-million de dollars. Je ne parle pas du réseau de l'Université du Québec, un réseau d'État, mais bien sûr, l'Université McGill, l'Université de Montréal et d'autres encore. Alors, ça s'inscrit dans cette logique. Voilà, c'est juste pour répondre au début de votre question. Le reste. Bien, sur plusieurs des aspects de votre intervention, on voit un fil conducteur qui est celui de l'effet pervers de l'abondance de l'électricité. Nous avons eu beaucoup de difficultés à déployer des modèles de consommation et d'utilisation plus sobres, et le fait que nous en ayons beaucoup et que ne nous coûte pas cher a fini par se retourner contre nous jusqu'à un certain point. C'est devenu pendant longtemps un désincitatif à une politique d'efficacité énergétique. Mais c'est des choses qui sont réversibles et qui ne sont pas réversibles seulement par la question du tarif. Il y a d'autres moyens d'intervenir sur l'énergie pour réduire la consommation que des moyens conventionnels qui utilisent les règles du marché. Par exemple, on peut conduire une politique de rénovation domiciliaire qui permettrait d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments et qui aurait l'effet sur la consommation qui tempérerait considérablement le choc tarifaire. Il y a d'autres façons également de faire, c'est par des règles d'aménagement du territoire.
c'est évident que l'étalement urbain nous a posé des contraintes qui sont difficiles à réverser. C'est faisable. Cependant, pour qu'on réussisse à le faire, il faut mettre en place des solutions et ensuite attendre les résultats. C'est toujours le dilemme du transport en commun. Okay? Les solutions structurantes en transport en commun sont difficiles à implanter tant et aussi longtemps qu'on n'a que des promesses à offrir. Personne ne va abandonner sa voiture en se faisant promettre que l'autobus va être à l'heure dans 4 heures. Bon. Alors, dans ces matières, c'est l'offre qui précède la demande. Ça suppose une autre façon de concevoir les choses et d'autres types de décisions publiques. Et ces décisions-là ne sont pas seulement orientées sur la gestion courante des affaires. On peut faire des choix en disant que les bénéfices que nous en tirerons, même s'ils ne sont pas démontrés maintenant, méritent que nous fassions le pari que dans 5 ans, ils seront. Ça, c'est une discipline de débat démocratique que nous n'avons pas encore acquis. Bonjour, Pierre Jacques. Merci pour la présentation. Intéressé au côté historique. L'utilisation de l'électricité, on a approché de Ben, écoutez, lorsque on a procédé à la nationalisation, la compagnie qui avait coûté c'est la Shawinigan Water and Power, je pense que parce que si ma mémoire est fidèle, la nationalisation, 600 quelques millions, on est allé chercher 300 millions, et les quelques 300 millions qui sont allés à Shawinigan Water and Power, Shawinigan Water and Power, ça a libéré ce capital, et ce capital est devenu Power Corporation. Vous voyez, voilà. Ils ont donc, d'une certaine manière, pu former un holding plus tard, justement, dont s'est emparé par la suite Paul Desmarais. Cette question intervenant justement sur l'histoire de la révolution tranquille, vous avez fait un nouveau tableau des effets de nationalisation, d'intervention de l'État et tout ça. Et vous avez essayé de montrer la corrélation entre l'affirmation de l'État au Québec et la construction de l'identité nationale de l'État. Très parfait. Mais il y a quand même un angle mort. Et je pense que ça peut peut-être nous ramener au problème qu'on va vivre dans le débat. Le mort est le suivant, c'est que un des effets de la nationalisation du groupe, ça a été de créer de toutes pièces une bourgeoisie d'affaires francophone. Parce que le but de René Lévesque, un des buts de René Lévesque, c'était, par la politique des contrats, favoriser, et ça, je pense que favoriser l'émergence d'entrepreneurs canadiens et français. Or, ça a été contre-productif sur le plan de la création, de la développement de l'identité québécoise, parce que tous ces entrepreneurs canadiens et français se sont retournés contre le projet émancipatoire qui a été porté dans les années successives. Donc, la question, le commentaire, la réflexion que je me fais, et je m'accroche un peu à votre exposé aussi, parce que vous avez cité Marx. Mais moi, je n'avais pas choisi la bonne citation. Moi, ce qui va, en tout cas, la citation que je vais citer, c'est l'État est toujours au service de la bourgeoisie. Que cet État soit un État social-démocrate, interventionniste, régulateur, il sert les intérêts de la bourgeoisie nationale. Et donc, ce qui se passe en ce moment,
Ce qui se passe en ce moment, c'est que au Québec est encore en train de servir, non pas les intérêts de la bourgeoisie nationale, les intérêts de la bourgeoisie mondiale. Et donc, on est ici face à un problème, c'est qu'on s'est illusionné sur le rôle de l'État. On a toujours imaginé que l'État pourrait être au service de la nation. Mais en fait, ça peut être vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. L'État est aussi au service des intérêts étrangers. Et je pense qu'un des problèmes qu'on va avoir dans le débat de silence, c'est qu'on fait face à cette illusion. On a de la difficulté à comprendre que l'État n'est pas toujours au service des Québécois. Et je pense que là, les marxistes québécois ont fait leur tâche parce qu'ils n'ont pas réussi à introduire dans le débat public cette idée que l'État n'est pas au service du peuple. Alors, bon, ça tombe bien parce que je donne un cours sur l'analyse marxiste. Alors, en ce qui concerne justement que la nationalisation a pour effet de contribuer au développement d'une bourgeoisie d'affaires, une bourgeoisie d'affaires qui est fédéraliste, donc ça ne nourrirait pas l'indépendance. Je vais d'abord rappeler que l'analyse marxiste est basée sur la dialectique. Alors, elle provoque une chose et son contraire. Alors, c'est vrai du côté du capital, mais du côté de la population en général, au contraire, ça nourrit le mouvement indépendantiste. Et pour ce qui est aussi bon, de l'État au service de la bourgeoisie, oui, c'est un aspect extrêmement fondamental de l'analyse. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si c'est vrai, comme dit Marx, qu'en général, l'État est au service du capital pour une formation sociale donnée, il n'en demeure pas moins que l'État est aussi un terrain de lutte. L'État aussi, à sa manière, est un reflet de la lutte des classes. Si on veut comprendre, par exemple, la Révolution tranquille, les différentes réformes qui ont eu lieu à l'époque, il faut faire l'analyse de classe de l'époque et comparer à celle, par exemple, de la période du Duplessis, où c'était, si on veut, les élites traditionnelles canadiennes, françaises, régionales, avec, bien sûr, le grand capital. Mais une nouvelle alliance de classe est formée dans les années 60 sur la base notamment des luttes extraordinaires qui ont été menées par le mouvement ouvrier depuis, par exemple, la grève d'asbestos et toutes celles qui ont continué. Et tout ça a créé une telle pression qu'il devenait absolument nécessaire dans les années 1960 d'adapter les institutions québécoises à ce rapport de force. Un peu comme, pourrait-on dire, dans les années 1930, le New Deal aux États-Unis, ça a été une concession que le grand capital a dû faire pour maintenir le cadre général de l'accumulation. Alors, on détestait ça, devoir partager la richesse et un certain nombre d'autres choses, mais en même temps, il y avait une montée du communisme, il y avait une montée du syndicalisme industriel aussi aux États-Unis. Alors, c'est dans cette perspective-là qu'il faut le voir. Et que, en conséquence, on veut parler de la situation d'aujourd'hui, encore une fois, on revient. C'est-à-dire que les politiques économiques et sociales des gouvernements, même si elles maintiennent le cadre général d'accumulation, il n'en demeure pas moins que ces politiques-là peuvent aller à un certain extrême qui est le néolibéralisme. Par exemple, dans les années 80-90, le rapport de force les avantageait terriblement après les échecs des syndiqués au début des années 1980, mais ça peut être aussi, comme je pense, commence à y assister aujourd'hui, que la crise du néolibéralisme est en train de susciter une opposition croissante dans le monde, malheureusement qui prend parfois le visage pas très beau du populisme de droite à la Trump ou Rassemblement national en France, etc. Mais il y a une colère quand même qui est en train de s'exprimer et
Et si vous prenez, par exemple, le discours à la nation de Biden, là, son dernier, il présentait une situation aux États-Unis qui ressemblait en quelque sorte à une analyse de classe. Quand c'est rendu que Biden et Donald Trump sont allés rencontrer les travailleurs de l'automobile pour appuyer leur grève pour une augmentation de salaire, c'est quand même un signe qu'il y a des choses il y a des limites que cette domination absolue du capital a atteint. C'est pour ça que même s'il n'y a pas de transformation révolutionnaire comme telle dans le retour à un certain keynesianisme et providentialisme, il n'empêche que c'est quand même un rapport de force entre les classes qui va expliquer d'un côté que de l'autre. Évidemment, il y a la question du capital international, parce qu'il est vrai qu'avec la mondialisation, les fusions d'entreprises, etc., ben le grand capital se sert des États et l'État, effectivement, il est au service des intérêts les plus puissants. C'est sur cette base-là, par exemple, que j'ai pu comprendre, puisque je suis d'abord avant tout spécialiste de la politique russe, comment s'est effectuée la transition capitaliste en Russie. Ce n'était pas une demande de la population, c'est carrément l'État a servi d'instrument au capital international pour pouvoir enfin se répandre dans une zone qui échappait à l'accumulation globale. Alors oui, il y a des forces qui s'exercent à différents niveaux, c'est un fait. Et dans ma région, il y a des syndicats qui réclament, surtout du côté de Rio Tinto, Alcan, la nationalisation du lac Saint-Jean et du lit de la rivière Saguenay. Pourquoi? Parce que, c'est pas tout le monde qui le sait, ça appartient à Rio Tinto. Les rives du Saguenay et du lac Saint-Jean appartiennent à Rio Tinto. Pas du côté du fjord, là, mais la partie rivière comme telle. Alors ça, je veux dire, on voit ça dans très peu de pays. Je doute que même aux États-Unis, une chose pareille aurait été possible. Donc, on le réclame parce que quand il y a une grève chez Rio Tinto Alcan, ben là, Rio Tinto se retrouve avec plein d'électricité qu'Hydro-Québec est obligé d'acheter. Et là, ben, ils font de l'argent même pendant la grève. Alors, ça tue le rapport de force des grévistes dans ce cadre-là. Alors là, il y en a qui disent qu'on devrait aussi nationaliser les alumineries. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Mais supposons qu'on le fait. Imaginez la réaction du grand capital à l'échelle mondiale. Ça va être le boycott, ils vont s'arranger que ça fasse vite. Qu'il n'y ait pas d'acheteur pour cet aluminium-là et que tout le reste. Alors oui, cette dimension internationale est absolument cruciale. C'est non pour moi qui va contester le fait que l'État, en général, est au service des intérêts des classes C'est important d'ajouter un aspect à la réponse de Michel. Ah, ben on peut prendre tout de suite. Non, là, c'est pas. Moi, je veux juste, quand on dit des têtes au service de la bourgeoisie, au service de l'État. L'État, c'est un gouvernement. C'est des personnes qui sont élues. Et moi, je peux vous dire que dans les fonctionnaires que j'ai rencontrés, il y a quelques hauts fonctionnaires. Quand je suis arrivée comme ministre, j'ai été obligée de changer. Ils étaient au service du grand capital et du parti. La majorité des fonctionnaires, je veux juste le rappeler, que les élus ont un choix. Ils ont un choix. Ou ils servent le bien commun, ou ils servent les lobbies. Et là, malheureusement, moi, je me sens à 98 au Québec, le néolibéralisme est entré aux États-Unis puis en Angleterre, mais je mets ça à 98 au Québec. Pourquoi? Parce qu'il y avait le Parti québécois et Jacques Parizeau qui faisaient face au libéral, qui freinaient l'arrivée du néolibéralisme au Québec. Mais avec Lucien Richard, ben lui, le déficit zéro, c'est le néolibéralisme. Et donc, c'est le service au grand capital.
Mais moi, j'en ai de l'espoir. On en a eu des gouvernements qui étaient au service de la population. Je pense au gouvernement avec les exemples que je donne, c'est Lise Payette avec le gouvernement de Québec. Quand elle avait décidé la SAQ, elle l'a fait contre le lobby des assurances, contre le lobby des avocats. Quand René Lévesque avec Jean Lesage a nationalisé l'électricité, ils l'ont fait contre le plus gros lobby, tellement que les lobbies économiques ne voulaient pas. Ils ont dit au Parti québécois, ils ont dit au Parti libéral de l'époque, ils ont dit, vous n'aurez jamais d'argent, hein? Montréal, Toronto, là, les banques, non, oui, on ne financera pas. Perdue, il a fait, oh oui, oh, ben, c'est bien dommage, mais il en a de l'argent ailleurs, il est allé à New York, aller chercher de l'argent pour faire des emprunts. Donc, ils ont fait face à quelqu'un qui savait. Donc, moi, je ne veux pas décourager, puis je ne veux pas qu'on soit défaitiste en disant, ben, ça sera toujours ça, l'État. Non, parce que si c'est ça, on va tout le monde rentrer chez nous, puis on va se croiser les doigts, puis on va regarder le grand capital de mettre les deux mains dans le plat de bonbons. Et oui, Hydro-Québec a créé en partie, pas juste Hydro-Québec, mais le Québec Inc., des grosses firmes de génie conseil, des grosses firmes de construction. Ça a été la même chose avec le Société des eaux, qui ont profité de ces contrats-là. Mais il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. Et quand ces compagnies-là sont devenues assez grosses, pour dire on peut se passer d'Hydro-Québec, on peut se passer de la SPA, et la cupidité prend la place. Et c'est là où tout l'État prend son importance pour réguler. Le privé a sa place, et là, quand il veut aller, il veut prendre la place des autres parce qu'il va être jugé parti deux mains dans le tas de bonbons, c'est là où il y a des dérives. On ne voit rien qu'on a des commissions de charbonneau et tout ça. Du ménage, là, c'est comme la poussière. Il faut faire un ménage régulièrement. Et c'est le rôle de l'État de contenir les privés. Moi, je pense que c'est possible de le faire. Et je pense que même dans un système mondialisé, surtout le Québec comme pays, comme république, aurait une grosseur assez grosse, suffisante, mais pas si grosse que le grand capital capoterait de voir que cet État-là est au service du bien commun. On pourrait s'allier avec des pays nordiques qui, nous autres aussi, sont à géométrie variable. Il y a des choses à faire. Et moi, je pense que c'est possible. Ce sera toujours une lutte de pouvoir jusqu'à la fin des temps, parce que la cupidité, elle est là. Et les gens qui sont ultra riches, malheureusement, on pourrait dire, ils pensent qu'ils en ont assez, mais non, ils en veulent toujours plus. Et c'est une question de pouvoir. Et, tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens, c'est quasiment des sociopathes. Voilà. Et voilà, c'est dit. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Tu veux pas y aller? On t'entend. Allez. Bon, je pense qu'on s'entend que le seul rempart qui peut protéger les populations, c'est les États démocratiques. Ça dépend évidemment qui on est et avec quelles orientations. Romain, vous avez parlé que le projet de loi favorisait le développement endémique, le développement exogène de notre économie. Et dans quelle mesure le fait que... Il y a un peu de micro. Tu peux l'éloigner du micro parce que... J'aime pas mal. Tu as une voix portante. Alors, dans quelle mesure le développement exogène est favorisé par le projet de loi et par l'orientation que ça nous donne dans que c'est via Hydro-Québec? Dans quelle mesure ça va nous... vous avez parlé aussi du risque que via la Banque des infrastructures, on perd le contrôle de nos principaux leviers économiques. Au Québec en particulier, laquelle j'ai des placements d'autre part aussi. Avec ces deux éléments-là, à quelle mesure, si le développement est de plus en plus exogène, on va se retrouver avec une Hydro-Québec en péril? C'est une vaste question, mais en gros, le développement exogène, c'est celui dont les impulsions sont déterminées de l'extérieur par des choix de promoteurs et de forces et d'acteurs économiques et qui ont des intérêts qui ne sont pas d'abord liés à l'espace économique où ils
Dans le cas de la filière batterie et dans le cas du plan SALGA, l'arbre accueil aux grands projets et à la possibilité que les promoteurs se voient attribuer des blocs importants, ce que ça produit, c'est la chose suivante. C'est que quand les investissements étrangers débarquent dans cette proportion, leur principal effet, c'est d'écraser le caractère compétitif des PME locales. Sur le plan technique, là, les économistes appellent ça des PME. Et c'est ce qui risque de se produire quand, par exemple, les PME, et on les entend, les premières réactions qu'ils ont eues devant la possibilité de la hausse du tarif industriel, leur première réaction, ça a été celle-là. C'était de dire, attention, vous donnez des libéralités aux grandes entreprises et vous allez serrer les ouïes des PME. Alors ça, en clair, c'est que vous allez privilégier, justement, le capital transnational plutôt que la bourgeoisie nationale. Et dans le cas de la Mauricie, particulièrement, à Bécancour, l'arrivée d'autant d'investisseurs étrangers et la conception même de la grappe batterie que le gouvernement maintient, un des premiers effets, c'est de provoquer un effet siphon. Les PME craignent gravement l'exode de leur main-d'œuvre, et particulièrement de leur main-d'œuvre qualifiée, vers les grandes entreprises qui vont être capables de payer des salaires beaucoup plus élevés, qui vont être capables d'offrir des conditions de travail et de prestation de meilleure qualité, si bien que les acquis, et c'est la démonstration qu'a fait le texte de Frédéric Lorrain de Cansen à l'Institut des PME, justement, ça a été de montrer que le plus grand risque que cette stratégie-là fait courir à l'économie de la région, c'est de la régresser, parce que c'est une économie qui a été pendant des années assujettie aux grandes entreprises papetières, Trois-Rivières qui est la capitale mondiale du papier, et quand l'industrie a décidé de retirer ses billes et de se déplacer. Ben, grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé? La région de Trois-Rivières s'est littéralement effondrée sur le plan économique, et il a fallu un peu plus que 30 ans pour relever la base industrielle avec des PME, et il a donc fallu que les forces vives du milieu se mobilisent pour se donner des capacités productives. Or, c'est ce qui est maintenant menacé. Alors, le grand enjeu de la politique industrielle verte de ce gouvernement, c'est justement d'avoir fait le choix de miser sur la grande entreprise, et la grande entreprise mondialisée, et de parier que les PME vont se tirer d'affaire. Là-dessus, ça va à l'encontre de peu près tout ce que la recherche historique nous a montré. C'est le problème majeur, c'est qu'une alternative politique à ce gouvernement affairiste-là va nécessairement devoir passer par une réaffirmation d'un modèle de développement qui privilégie les circuits locaux et les intérêts locaux. Or, le choix et de l'exportation et de l'insertion dans l'économie continentale de l'énergie, c'est l'ultime contradiction pour Hydro-Québec. Une société d'État, c'est lié à son action sur le territoire. Là, on est en train de glisser progressivement vers une définition d'Hydro-Québec comme courtier en énergie. Ça, on est là dans la levée essentiellement marchande. C'est des enjeux que nous allons devoir trancher au fil des années. Et on peut penser que ça ne se réglera pas d'un coup, quel que soit le sort fait à ce projet de loi.
L'avenir dure longtemps et les intérêts ne disparaissent pas parce qu'ils sont mis en minorité. À ce moment-là, il y a moyen de trouver un effet de prix. Je pense, moi, que ces possibilités-là sont réelles. Alors, de quoi être inquiet, mais pas définitif. Sur cela, il faudrait personne qui nous veut parler. Je vais seulement inviter aux gens à ne pas avoir peur de questionner le capitalisme qui s'exprime en 10 formes, même avec le wokisme, le populisme et l'islamophobie, et tout ça, ça fait partie du wokisme. Et je vous invite à lire à Marx et Hannah Arendt sur la banalisation du mal. Parce qu'on est en train de banaliser le mal, et le mal aussi, c'est incarné dans les gens et dans les sociétés d'État comme les PDG qui est maintenant dans le Jean Charest, que ces gens qui a donné la mauvaise image de l'État, parce que l'État complet, l'État per se n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ces gens qui se fait élire en tant que faire du prosélytisme, même dans les mosquées, comme a fait Justin Trudeau au début de la dernière campagne. La première chose qu'il a fait, c'est visiter une mosquée. Là, il va chercher beaucoup de votes. Il fait oublier tout ça. Non, vous êtes bienvenus. Ça, c'est le paradis. Et on est en train de miner les vraies questions de l'État. Ce qui intéresse à tous, l'éducation, les infrastructures, les logements. Alors, ça fait pas peur de moi, c'est pas grave aussi. Merci à tout le monde. Alors, je voudrais remercier Laurent Genot, qui est dans la tête. C'est lui le mot. Et Germain Dallaire aussi, qui nous a amené cette idée de créer cette table à laquelle vous avez participé. Merci.